Là, monsieur, nous voici de retour sur ce plateau. Monsieur Moïse Pitessa, on parlait de la maîtrise des tiques dans l'agriculture. Est-ce que les agriculteurs, c'est eux-mêmes qui doivent aller à la recherche de l'information? Oui, vous savez, ils en ont besoin. Donc, il ne faut pas que les acteurs, les producteurs restent et attendre que quelqu'un vienne les apprendre. Parce qu'aujourd'hui, si vous voulez aller vers une agriculture commerciale, mais écoutez, il faut chercher de l'information. Comme l'entrepreneur qui va à la recherche de l'information, voici le marché disponible. Aujourd'hui, mon produit, ma matière première, combien est-ce que je peux l'acquérir pour minimiser les coûts? Ou bien au niveau de l'agriculture, ça doit être la même chose. Et il faut aussi, c'est vrai, ils doivent avoir l'information, mais il faut qu'ils sachent où aller chercher l'information. Donc, les services d'appui aussi doivent faire le travail pour rendre accessible cette information-là pour les... Et qu'elle soit fiable. Pour ça, fiable surtout. Pour que ça fasse. D'où, nous avons parlé de tout d'éthique, il faut mettre beaucoup de programmes en place pour développer cette éthique-là. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'applications qui se créent par des jeunes, par des startups. En Afrique ou... En Afrique, je parle de l'Afrique. Même au Togo. Aujourd'hui, avec le nouveau mécanisme, le MIFA, il y a une application qui vous donne des informations en temps réel, qui donne des informations à tous les acteurs. C'est-à-dire que le banquier, le producteur, le transformateur, tout ça, avec l'application, vous avez des informations sur la matière première, sur sa disponibilité, si oui ou non il va pleuvoir, il ne va pas pleuvoir, pour que, est-ce que l'agriculteur, combien de surface il a emblavé, combien de produits on attend à la fin de la campagne, pour que le banquier sache que bon, je peux financer la transformation, ou je peux financer le commercial qui doit distribuer le produit. Donc voilà. On fait tout pour minimiser les risques. Pour minimiser les risques. D'ici à 2030, la taille du marché agricole et agroalimentaire africain représentera 1000 milliards de dollars. Ah, c'est grand. C'est le moment pour les entreprises agroalimentaires d'investir. Lesquelles choisir? Les entreprises nationales ou les entreprises de l'extérieur? Écoutez, la question, il n'y a pas à avoir de langue de bois là-dessus. Il faut développer l'industrie locale. Il faut développer l'industrie locale parce qu'un investisseur, quand il vient, qu'est-ce qu'il fait? Il produit, il investit, et tout ce qu'il laisse au local, c'est peut-être les impôts qu'il paye, c'est peut-être les employés, quelques employés d'ailleurs qu'il paye, et le reste des capitaux sont rapatriés. Donc ça ne profite pas, l'argent ne circule pas. Donc il y a un rapatriement des capitaux. Alors que si c'est une entreprise locale, écoutez, tout l'argent reste. Mais on a plutôt l'impression que nos gouvernants s'agitent à accueillir les investisseurs étrangers. Ouais, je peux dire que c'est un État, c'est un leurre, je ne sais pas. Mais ce n'est pas la meilleure manière de faire. Il faut plutôt, quel que soit le temps que ça va prendre, il faut développer l'industrialisation au niveau local. Il faut mettre les moyens pour que si on se donne aujourd'hui, tout le monde se fixe le rendez-vous de 2020-2030. Nous avons beaucoup de programmes d'émergence en Afrique. Chaque pays va être émergent d'ici 2020, d'ici 2030. Mais il faut se donner les moyens. Ce n'est pas les gens qui viendront investir à notre place. Il faut mobiliser les acteurs, mettre toutes les ressources qu'il faut à leur disposition, parce que c'est important, les ressources aussi, et surtout les ressources, les formations. Grâce à Dieu, aujourd'hui, il y a beaucoup d'écoles de formation dans le secteur agricole avec les projets d'agropole qui sont en train d'être créés. On en a inauguré déjà 2. Au Togo? Au Togo, oui. Il y a la toute dernière école qui est inaugurée, c'est à Bakwasi, sur le secteur de l'élevage, je pense, lancé par le chef de l'État en avril dernier. Et je pense que toutes ces initiatives vont contribuer à avoir de la matière au niveau local et donc propulser notre pays à l'industrialisation. C'est très important de développer l'industrialisation locale et non, c'est vrai, les deux c'est correct. Il faut que les investisseurs viennent, parce que quand les investisseurs viennent, si c'est bien fait, si c'est bien organisé, l'investisseur aussi apporte une technologie peut-être qui n'existe pas. Dont nous avons besoin. Donc si les contrats d'investissement sont bien négociés, il y a au moins de la technologie qui reste, et donc, mais il ne faut pas tout donner à l'étranger qui vit. Est-ce que nos pays ont les moyens oui. pour aider les entreprises locales?
Vous savez, les moyens, on les cherche. Et aujourd'hui, nous sommes à l'heure de la mondialisation. Nous sommes l'agenda 2030 des Nations Unies a un volet partenariat très développé. Même un des 17 objectifs, c'est le renforcement des partenariats. Donc aujourd'hui, l'État a les moyens de mobiliser les ressources qu'il faut pour aider à l'industrialisation du pays. C'est possible. Parlons de cette mondialisation. Est-ce que les entreprises nationales s'en sortent? Le constat est que ce n'est pas ce que nous attendions des entreprises nationales. Elles ont leurs difficultés face à la mondialisation, parce que qui dit mondialisation dit aussi compétition. Et donc les entreprises qui arrivent ont des années d'expérience que nos entreprises n'ont pas, ont des moyens que nos entreprises n'ont pas, et donc la concurrence est un peu en déphasage. Mais si on met les moyens, c'est une opportunité aussi en même temps. Même s'il y a un danger, c'est aussi une opportunité. Parce que quand le marché est ouvert, ça veut dire que nous aussi nous pouvons aller ailleurs. Vous voyez, c'est le côté positif de la chose. Donc nous aussi nous pouvons aller ailleurs. Donc il faut se donner vraiment les moyens pour vraiment être à la hauteur, c'est tout. On le dit souvent, nous pouvons, mais on ne va jamais ailleurs, ou presque pas. Pour aller ailleurs, il faut commencer d'abord par être assis soi-même. Pendant ce temps-là, les autres déversent leurs produits sur nos marchés. Certains pays africains, à l'instar de la Côte d'Ivoire par exemple, ont réussi cet homme de Paris. Et je pense que des coopérations suisses peuvent nous aider à vraiment hisser nos pays ou bien nos économies vers l'avant. Quand je parlais tantôt de la Côte d'Ivoire, sur la filière avicole, l'élevage des poulets, la Côte d'Ivoire a pris une initiative très louable, et donc je pense que tous les pays doivent s'inspirer. Bon, on va faire du copie-coller quand même. Mais justement, c'est un autre problème en Afrique, on copie chez les autres, on vient plaquer chez nous, sans vouloir nécessairement payer le prix que... Je pense que, vous voyez, la différence entre celui qui crée et celui qui copie, c'est que celui qui crée, c'est là où il va, parce qu'il a eu un problème, peut-être il s'est confronté à un problème, et nous, de loin, on voit que c'est beau, c'est bien, et quand on copie, on ne réfléchit plus, voilà, on ne réfléchit plus aux détails, voilà, on récupère. Mais je pense que, par exemple, sur le projet MIFA, sur le mécanisme, donc une forte collaboration. Parce que même au lancement, vous voyez, vu le président de la BAD, le docteur Dessina, même qui était là, le FIDA de notre compatriote, avec notre compatriote Rumbo, qui était là. Donc je pense qu'il y a une forte collaboration entre le Nigeria et le Togo pour adapter le mécanisme, le NISAL au cas togolais. Même vu le nom qui a changé 2 fois, on voit qu'il y a l'effort pour vraiment rendre togolaise rendre togolais ce mécanisme-là. Et donc c'est important. Aujourd'hui, les gens ont compris que du copie-coller, ça ne marche pas. Il faut payer, comme vous l'avez dit, le prix. Et avec le leadership de nos dirigeants, je pense que beaucoup de choses vont changer en Afrique. Vous êtes un membre de la société civile. Quelle place les organisations de la société civile peuvent occuper afin d'aider à libérer le potentiel agricole du continent africain? En Afrique, quand on parle de la société civile, on a tout de suite idée les droits de l'homme, la démocratie, voilà. Mais la société civile, sur les chaînes de valeur, ça manque beaucoup au niveau africain. Et même si les en général ou au niveau de l'Afrique de l'Ouest? En général, un peu partout, parce qu'aujourd'hui, si vous êtes une société civile et que vous parlez droits de l'homme, vous parlez environnement, voilà, vous parlez politique, voilà, vous avez un aura qui est là, et le terrain est déjà fertile et on vous écoute. Mais quand vous parlez agriculture, quand vous parlez lutte contre la faim, voilà, il n'y a pas assez d'engouement autour.
Et donc ça pose un problème. Et donc aujourd'hui, la société civile elle-même doit s'organiser. Quelques organisateurs de la société civile qui sont au niveau de cette chaîne de valeur-là doivent d'abord s'organiser et pour se faire entendre, pour dire que non, notre problème d'abord, même s'il y a d'autres choses d'à côté qu'on peut voir, il faut qu'on se nourrit. Et l'Afrique a un potentiel énorme, un potentiel agricole énorme, et donc nous ne devons pas dormir et entendre que d'autres viennent le faire à notre place. Et la société civile doit sonner cette trompette-là. Doit sonner cette trompette-là. Et en plus de ça, elle doit aussi aider. Parce qu'aujourd'hui, l'État, ce n'est pas une personne, c'est beaucoup de personnes et on ne gouverne pas par un décret divin. C'est-à-dire qu'il n'y a pas quelque part où la manière de gouverner est écrite. C'est des hommes qui prennent des décisions et qui parlent d'hommes. Donc l'homme est sujet à l'erreur. On peut faire des erreurs, on peut prendre de mauvaises décisions. Mais quand on est plusieurs qu'on se concerte, on a des visions. Parce que la manière dont la société civile regarde n'est pas la même manière dont le politique regarde la chose. Donc on peut regarder la chose sous des angles différents. Et donc ce qui va faire que quand on confronte les points de vue, on sort avec une décision meilleure. Donc la société civile doit jouer ce rôle-là, doit être un partenaire de l'État et des entreprises. Un partenaire, pas un allié. Un partenaire, pas un allié, c'est très important de le souligner. Un partenaire, pas un allié. Parce que quand on est allié, on est censé étouffer la population. Mais est-ce à la société civile d'inciter à consommer des produits locaux? Oui. Et aujourd'hui, il y a beaucoup d'organisations de la société civile qui le font bien. Et la nôtre aussi. Je veux parler par exemple de l'OADEL. Je prends l'exemple de l'OADEL qui a été le premier à vraiment mener des campagnes de consommation locale, qui a fait qu'aujourd'hui, qui a même sorti beaucoup de documents là-dessus pour encourager, sensibiliser les gens à consommer local. Et je pense que le travail se fait. Le travail de la société civile joue son rôle. Il suffit seulement qu'on l'encourage, qu'on lui donne surtout les moyens, les moyens de pouvoir jouer pleinement son rôle auprès de l'État. Je pense que c'est ça. Une stratégie développée par le Togo, on en parlait tantôt, c'est d'implanter une dizaine d'agroparcs à travers le pays. Mais quelle autre réflexion peut mener quand des produits chinois, turcs, thaïlandais viennent inonder nos marchés? Est-ce que ces produits ne viennent pas étouffer nos productions locales? Vous savez, on va se retrouver, on va repartir à zéro, quoi. On va pas accuser non plus ces produits-là. La nature a horreur du vide. S'il n'y a rien qui est fait localement, les gens viendront. Parce que de toute façon, on a besoin de se nourrir. Vous voyez? Donc aujourd'hui, je pense que ces entreprises ont fait leur temps. Il faut que nous comprenions au niveau local que nous aussi, nous devons occuper le marché, nous devons occuper le terrain. Si nous occupons valablement le terrain, je pense que ce n'est pas nous qui allons dire aux Thaïlandais de ne pas venir. Ce n'est pas nous, parce que quand le consommateur aura compris que le produit, il a au même prix, à la même qualité, vous voyez, que ce que le Thaïlandais ou le Chinois amène, mais écoutez, avec un esprit patriotique, il choisira le produit local. Mais si le produit local est 3 fois plus cher que le produit de la concurrence, vous convenez avec moi que le client qui n'a pas les moyens, le niveau de vie au Togo, nous la connaissons, et donc fera le choix du produit importé. Donc je pense que c'est à nous, au niveau local, de faire le travail qu'il faut pour occuper le terrain, pour que ces produits-là soient minimisés. Pour utiliser votre mot, parfois le terrain occupé, mais les importations sont toujours de mise. Est-ce que les États ne doivent pas, subventionner ces produits locaux? Le Togo qui crée une dizaine de parcs, mais qui ne protège pas vraiment ses frontières. La protection, vous savez, le Togo a des accords commerciaux avec le pays et le Togo n'est pas, que ce soit de tous les pays africains, on n'est pas isolé du monde. Donc il y a des accords commerciaux qui sont établis, qui font que le Togo de protéger ses frontières. Faire comme le président américain Donald Trump. Écoutez, Donald Trump compte sur la force de son pays pour pouvoir satisfaire la demande.
locales. Nous allons fermer. Et si aujourd'hui on augmente le prix du riz, vous allez voir combien de personnes seront sur le mourir de faim. Avant de vous défendre, seront dehors dès le lendemain pour une manifestation. Pour des manifestations. Donc, ce que je dis, il faut occuper le terrain, il faut qu'un travail soit fait avant d'aller vers là. Est-ce qu'on va s'assurer que la production locale peut satisfaire la demande locale? On peut se donner les moyens de pouvoir amener des politiques commerciales plus coercitives à l'endroit des importations. Pour finir rapidement, comment impliquer l'ensemble des chaînes de valeur agricoles pour l'expansion du secteur agroalimentaire en Afrique? Alors, comment? Pour résumer, oui. Il faut que les acteurs, les premiers acteurs, qui sont sur la chaîne, que ce soit les producteurs, les transformateurs, ceux qui sont au niveau de la distribution, s'organisent d'abord. Les consommateurs aussi les consommateurs. Aujourd'hui, nous avons l'association de consommateurs. C'est déjà quelque chose. Il faut aller vers ce genre de regroupement au niveau de chaque maillon pour faciliter d'abord la collaboration entre les maillons et faciliter aussi les politiques d'intervention. Si les acteurs ne sont pas organisés, ça va compliquer. Et c'est ce que nous disons à notre niveau, au niveau de notre association. Si les acteurs ne sont pas organisés, ça va compliquer les interventions. On peut injecter des milliards, mais ces milliards ne feront rien. Je donne souvent un exemple. Si on vous dit aujourd'hui, on met 3 objets, aujourd'hui on vous dit de les transporter de un point A vers un point B, vous avez 2 choix. Soit vous le mettez d'abord ensemble pour en faire un et le transporter, soit vous allez faire plusieurs fois des allers-retours. Oui, ça complique le travail quand les gens sont dispersés. Alors que si on est unis, si le travail déjà est fait en sorte que les gens sont unis, les interventions sont plus faciles, les collaborations sont plus faciles, et je pense que les chaînes de valeur seront plus structurées et plus efficaces. C'est la fin de cette émission. Merci Moïse Pitassa d'être venu nous parler de la maîtrise des chaînes de valeur agricole. Vous êtes ingénieur agroalimentaire. Merci également à vous pour votre fidélité. À très bientôt sur votre chaîne.